Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier épisode du podcast À la Coupe, un podcast où on va jaser de hockey avec Coach Gagnon et moi-même. Coach, comment ça va, mon chum? Ça va très bien. Je suis content d'être avec toi, Yves, ce soir pour notre premier podcast. C'est le fun, c'est le fun. Moi, honnêtement, je suis hyper content que tu aies accepté cette invitation-là. Honnêtement, je ne me voyais comme pas tant faire ça avec qui que ce soit d'autre que toi. Tu as une approche qui est positive, analytique, ouverte. Je ne veux pas faire un 110%, puis si on y va jovial, je pense que c'est ça qui va accrocher le plus. Fait que merci bien gros d'avoir accepté, man. J'ai pas envie de faire un 110% non plus. J'aimerais ça qu'on garde François Mascotte hors du portrait comme show, si c'est possible. Sinon, tu sais, on va parler, on va s'arranger. Mais on est des âmes sœurs de TikTok, Yves. Moi, des choses que tu as dit sur moi, je peux les dire sur toi. Tu es un modèle sur TikTok. Puis ça me fait chaud au cœur de pouvoir participer à ce projet-là avec toi. Merci infiniment. Je tiens à dire aussi un très, très gros merci à la boîte Medca Productions, Anthony Cyr. Un gros merci parce qu'il n'y a rien de ce projet-là qui serait possible sans Medca Productions puisqu'il s'occupe de la technique, l'aspect graphique et tout le tralala. Je veux juste faire une petite présentation rapide. Après ça, on va commencer à jaser. Le podcast à la coupe, c'est un podcast qui devrait être disponible aux 2 semaines. On va voir éventuellement si on a une répétition plus fréquente, là, tout dépendamment, là, mais aux 2 semaines au début. Ça va être un podcast qui devrait être environ 45 minutes à 1 heure, tout dépendamment comment va aller notre flow. Puis on veut amener une approche qui est à la fois analytique, mais aussi qui est joviale. On ne se prend pas trop au sérieux non plus. Il faut que ça soit sympathique à la fois pour nous, mais aussi à écouter. Je pense que c'est ça qui est le plus important. On va analyser. Oui, vas-y. J'allais dire qu'on est des chums et on a envie de jaser. Moi, Tout à fait. C'est ça le but. Puis on va jaser du Canadien, comme ton jersey qui est en arrière. D'ailleurs, c'est qui? C'est-tu le numéro 30? Non, c'est le numéro 38. C'est parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup Yann Boulis. Oh, Seigneur. Puis, je ne vais peut-être pas assumer le fait d'avoir le chandail de Yann Boulis. Fait qu'il il y a mon nom de famille en arrière du chandail, en fait. OK, fait que tu as le numéro 38, mais avec ton nom à toi en arrière. Ouais. C'est l'histoire. OK, c'est un gros mot. Fait qu'on va analyser entre autres les Canadiens puis la LNH, tout dépendamment de ce qui se passe pendant la semaine. Également, pour rendre la conversation peut-être un petit peu plus joviale, on s'est dit qu'on va s'offrir une petite vitamine. Ouais, qu'est-ce que tu bois ce soir, Yves? Moi, ça va être une Rickards blanche parce que quand il fait chaud, je trouve que c'est bon de boire ça. Toi, tu vas y avoir avec quel? Hochelag? Oui. Moi, je bois de la Hochelag parce que je roulais sur la 40 puis j'ai vu l'annonce. OK. Je me suis dit, j'allais boire ça ce soir. Oh wow, zéro influenceur, mon chum. Zéro influenceur. Ouais. All right, cheers! Bon premier podcast à toi, mon chum. Cheers. Fait que là, honnêtement, on n'a pas le choix, je pense. À toi aussi. Mais merci. Premier show, le Canadien sera en finale, première fois en 28 ans. Toi, comment t'as filé ça chez vous dans ton salon, là? C'était incroyable. J'étais chez mes parents avec mon père. Le nombre de fois on a suivi les Canadiens serrés ensemble, qu'on était sur le bout de notre banc en espérant que quelque chose de beau se réalise. Puis là, finalement, il y a quelque chose qui se passe. Dano se faufile en zone adverse, réussit à faire une belle passe à Lekonen qui la met top corner en prolongation. C'était magique. C'est un très beau moment. De ton côté, comment... Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable comme moment. On s'est sauté dessus, on s'est fait des câlins. C'était beau. C'était beau, c'était vrai. Honnêtement. C'est un beau moment que toi, tu as passé en famille dans ton cas, mais quand on est avec les chums aussi, ça peut être le fun. Mais quoi qu'après la pandémie, probablement qu'on va être avec les chums. Moi, pour l'instant, ça s'est passé tout seul dans mon salon. J'avais une chaise pliante en plein milieu de mon salon. J'étais tout excité, je tapais de la patte. Là. J'ai fait une coupe de live aussi, TikTok, question de jaser avec quelqu'un. J'étais bien trop énervé, ça n'avait pas de sens. Pour moi, là, de mon souvenir, parce que toi, est-ce que tu étais au monde en 93 ou est-ce que moi, je suis né en 93. J'ai 28 ans. OK, bon, fait que tu n'as pas de souvenir en tant que tel de cette année-là. Mais tu sais, j'étais beaucoup trop jeune à l'époque. Fait que tu sais, je me rappelle comme vaguement de quoi ça avait l'air. Je me souviens qu'il y avait des émeutes presque à tous les matchs. C'était des émeutes. Il y avait, disons, des ramassis de gens. Puis je me souviens aussi de la Coupe cette année. Mais de le revivre là, de vivre cette excitation-là. Puis on dirait que j'ai comme pas réalisé encore qu'on va être en finale de la Coupe. On dirait que moi, dans ma tête, là, je suis encore en séries éliminatoires, je sais pas, en deuxième, en troisième ronde. Genre, je m'en vais pas à la Coupe cette année, là. Moi non plus, ça semble surréel. Cette équipe-là entrer en série, puis il n'y a personne qui les voyait là. Il y a des gens qui ont fait leurs prédictions, l'ont dit, mais c'est parce que c'est des fans finis des Canadiens, puis ils vont toujours prêcher pour leur paroisse. Mais il se passe quelque chose de le fun avec cette équipe-là. Il se passe quelque chose de beau. On voit Carey Price sourire en ce moment. C'est pas rien, ça n'arrive pas souvent. Tu sais, il y a de la magie dans l'air, Yves, puis c'est que je suis content. Est-ce que tu as vu quand pas le dernier match, l'avant-dernier match, le dernier à Vegas, quand ils ont rentré vers la patinoire,
Carey Price, c'est pas content. Tu sais, d'habitude, Carey Price, il marche, il est sérieux, puis c'est tout. Ouais. Là, il s'est pas contenté de marcher, puis sérieux. Il t'a lâché un espèce de cri de... Mais c'est tellement pas son genre, normalement. Le gars, il est hype as fuck en ce moment, ça n'a pas de sens, mais tant mieux, je trouve que c'est une belle énergie. Il avait l'air d'un enfant quand ils ont gagné, là, puis il a fait son « Oh, mon Dieu! » Il avait l'air d'un kid. Il avait l'air d'un kid quand il s'est avancé pour aller voir sa famille dans les estrades, qui a levé la main, qui les a salués. Ce gars-là vit en ce moment sa meilleure vie. Puis cette année même, juste son remonte à cette année, c'était pas facile. Et crime, non. Il gaulait pour point 901 en moyenne. T'sais, à la fin de la saison, c'était ça. Il a changé d'entraîneur de gardien. Sa position avec l'équipe a été remise en question. Il s'est fait asseoir dans une conférence de presse puis il a dû expliquer à tous les journalistes de TBA Sport pourquoi ça n'allait pas bien. Puis là, en ce moment, il est au sommet de la pyramide, il est au sommet du monde. Tu sais, un point que moi, je vois qui est hyper important, c'est comment est-ce que le corps de leadership s'est installé graduellement au sein de la formation. Puis plus que le corps va s'installer auprès des gars comme Joel Edmondson puis Corey Perry chez Weber, moins que ça y mette pression à lui. Un gardien de but, ils disent tout le temps, c'est une drôle de bébite. Il faut qu'il soit dans sa bulle. Il faut qu'il soit réservé de son côté puis qu'il soit capable de se concentrer. Puis Price avait malheureusement souvent à parler par les années passées. Tandis que là, cette année, il y a des gars qui prennent la relève. Puis pour lui, ça a l'air de tellement le libérer. La saison régulière a été rough, mais il a pris une semaine de repos, il rentre en playoff, puis il a de l'air du gars qui était là pendant les Jeux olympiques, man. Il rentre tellement en confiance, match après match. Veut pas, ça inspire confiance à ses joueurs aussi, parce que le gars, il a de l'air d'être beaucoup trop calme, il a l'air d'être beaucoup trop dans sa game. Fait ça bâtit une confiance d'équipe qu'on n'a jamais eue dans les, mettons, 5 ou 10 dernières années. Ah, tu l'as dit, tu sais, c'est Carey Price, c'est une fondation. Il goal pour 9, en ce moment, 9.934. Exact. C'est quelque chose qui a été constant sur les 3 séries, même dans la série contre les Maple Leafs de Toronto, où les premiers matchs ont été vraiment difficiles pour les Canadiens au niveau du score. Il y a quelque chose de magique, de féerique. Tu sais, ce gars-là a 33 ans. Stephen White est sorti cette année pour dire qu'il gaulait avec des blessures, qu'il gaulait avec une sensation de mal-être dans le filet, puis il fallait qu'il se batte avec ça chaque soir. Puis là, en ce moment, il nous sort peut-être son meilleur hockey en carrière. Tu sais, c'est un gardien de but qui a gagné, qui a tout raflé comme en 2014-2015. Quand même, tu sais, c'est pas rien. Là. Non, vraiment pas. Puis en 2014-2015, c'est qu'il avait été solide toute la saison. Ouais. Après ça, si je ne fais pas erreur, c'est cette année-là que Kreider y avait rentré dedans. Oui, c'est les séries contre les Rangers de New York. Puis, je m'en souviens en tabarouette de celle-là. Moi aussi. J'ai ragé. J'ai ragé devant mon écran. Écoute, moi, en tant que tel, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque quand Pacioretty s'était fait ramasser par Chara. Oui, je m'en rappelle. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était un accident. Je ne pensais pas que c'était nécessairement prévu et qu'il a voulu y arracher la face comme ça. Kreider, j'ai mis de lourds doutes parce que je me suis dit, il n'a jamais ralenti. On dirait quasiment qu'il fait exprès pour tomber sur le cul. En 2014, j'avais été dévasté. J'étais dans un gros hype, là, je veux dire. À toutes les games, j'étais dans un gros hype. Là. Puis là, quand lui est arrivé, il m'a scrappé le hype direct. Là. Il y avait tes hypes, puis il y avait Kreider, puis Kreider a rentré dans tes hypes. Exact, man. Puis il m'a scrappé quelque chose de rare. Avec un patin en avant, là, il est rentré dans mes hypes, paf, là, ça a coupé là, toi. Puis Kreider, il y avait des antécédents. C'est pas le premier gardien de but qui percutait de cette façon-là avant. Puis tu sais, comme il y a toujours l'argument de « Ah oui, c'est le gars, il patine à 36 km/h, il est en pleine accélération, il y a le défenseur sur son dos, il perd l'équilibre. Veut pas comme avec le momentum, il y a un contact avec le gardien, mais aussi physiquement, tu peux essayer comme de faire l'effort de te tasser, de faire l'effort d'empêcher une blessure possible pour le gardien de but. » Tu sais, puis moi aussi, ça m'avait fâché de voir qu'il n'y avait pas eu de mouvement. Puis qu'il avait seulement comme percuté. Il a foncé. Il a foncé direct dedans, honnêtement. Là. Tu regardes un gars comme Dano cette année, là, je ne sais pas si tu t'en souviens, à un moment donné, je pense que c'était Mike Smith C'était-tu Mike Smith? Non, en tout cas, je ne me souviens pas. En tout cas, il a essayé d'éviter Connor et le Buck, je pense. Il a passé littéralement entre le net puis le gardien. Dano a sauté comme par-dessus la patte du gardien pour être sûr de ne pas le toucher. Il a une intention claire d'éviter le contact. Kreider, lui, il a crashé le net littéralement. Puis quand il a crashé, il n'a jamais voulu aller à côté. Il a carrément rentré direct dans le gars. Puis ça, à l'époque, c'était quand même assez commun là, que des gars rentraient dans un gardien de même. Aujourd'hui, c'est peut-être moins commun, puis fort heureusement, parce que je veux dire, c'est ridicule là, de blesser tes gars comme ça. Là. Surtout dans une équipe où tu as vraiment un starter qui est clairement identifié. Si tu sors le starter, tu viens de sortir le gros pilier de ta défensive. Oui, c'est
c'est sur ça qu'une équipe s'appuie pour espérer pouvoir faire son plan de match dans une game. Parce que si la partie commence puis c'est déjà 2-0, puis il faut que tu rattrapes le terrain comme que l'autre équipe a gagné sur toi, mais ça va mal à la shop. Et Seigneur, oui. Mais en plus, la légende veut que Carey Price, en séries éliminatoires, tu lui donnes 3 buts puis tu gagnes la game. Okay. Fait que tant aussi longtemps qu'on l'a, si on réussit à scorer 3 buts, on est sûr de gagner notre game. Si on en score 2, on a des bonnes chances. Fait que je pense que c'est une bonne statistique. Oui, puis cette année, les compter des buts, peut-être que c'était un problème au début dans la série quand avec les Maple Leafs. Price a fait une sortie, a dit que ces gars étaient capables de compter, qu'ils croyaient en eux. Puis après ça, il y a comme eu un déclic. On a commencé à faire des belles choses en zone adverse jusqu'au moment, tu sais, comme il y a une progression. C'est un peu comme si l'attaque des Canadiens avait tranquillement décollé. Puis qu'en ce moment, comme on vivait dans la stratosphère, tu sais, moi, voir Toffoli rejoindre Suzuki, ensuite rejoindre Caulfield, qui se déplace et qui la redonne en arrière comme à Toffoli, je trouve ça beau à un point où c'en est presque poétique. Tu sais, oh mon Dieu! Ce genre d'organisation-là en zone adverse, on n'a pas vu ça souvent avec les Canadiens de Montréal, là. Non, c'est un fait. L'équipe a l'air de se retrouver facilement sur la glace. Puis honnêtement, pendant la saison hier, il y a des matchs que je me rappelle, c'était pas le cas pantoute. Les gars, littéralement, avaient, ne serait-ce qu'une seconde, mais une seconde, c'est long au hockey. Une seconde pour essayer de trouver à qui faire la passe. Tandis que là, à cette heure, ils ont l'air de se trouver de même facilement. Puis c'est ce qui fait que, comme tu dis, c'est poétique parce que c'est fluide. Le hockey... Oui, le hockey est un sport qui est un sport de fluidité. Donc, quand les choses coulent bien, ça va vite, puis c'est là que ça fonctionne bien. Puis là, en ce moment, je pense qu'ils ont une belle unité. À la base, moi, je pense vraiment que ça a parti avec le jeu défensif, parce qu'honnêtement, je veux dire, contre les Leafs de Toronto, ils ont commencé à être tellement efficaces au niveau du bas de l'enclave devant leur gardien. C'est hallucinant de voir comment ils ont protégé Carey Price, puis quand il en échappe, Price, il réussit à faire des arrêts, du bloqueur sur le bout, ou bien du bout de la pad, let's go. Là. À partir du moment où tu gagnes en confiance défensivement, puis tu réussis à bloquer les attaques, tu gagnes en confiance offensivement aussi. Tu as parfaitement raison quand tu dis ça. Ça part avec la confiance. Ça part avec la notion que tu peux garder un match à bas pointage puis le gagner comme à la fin de la partie. Pareil, même si tu affrontes Matthews, même si tu affrontes Marner, qui vont tirer 6 fois par match sur ton gardien, puis ça va être 6 grosses occasions de marquer à chaque fois. C'est pas rien d'avoir Carey Price dans un filet. Ça change le visage d'une équipe. Puis, qu'est-ce que tu penses des défenseurs en ce moment? Ça va bien, moi, je trouve. Oui, honnêtement, tu as un top 4 qui est un top 4 peut-être dans les plus solides qu'on a eu dans les dernières années. Puis, tu sais, pour moi, j'aime le style de jeu défensif. Fait que quand je vois un gars comme Joel Edmondson, qui est non seulement un leader, il défend ses gars, mais il est intelligent défensivement aussi. Fait en partant, quand tu as Petrie qui a été pendant des années le gars qui plaquait le plus dans ta formation, tu as Shea Weber qui est un défenseur qui est solide, qui est intelligent, tu as Ben Sherratt qui a joué des très, très grosses minutes aux côtés de Shea Weber, puis tu as Joel Edmondson qui s'est adapté d'une belle manière. Ton top 4 est solide. Le problème que j'y verrais, c'est que ton top 4 étant très solide, c'est ce qui fait que tu vas réduire les minutes de la dernière paire. Ouais. À ce moment-là, si une équipe décide de faire comme les Golden Knights. En début de série, les Golden Knights, ils étaient très actifs à l'échec avant, donc ils faisaient mal à nos 4 premiers défenseurs. Ouais. Puis ça, à ce moment-là, ça l'expose plus les derniers, c'est de quoi qui me fait peur. Mais honnêtement, à mon avis, on a probablement le meilleur top 4 qu'on a eu des dernières années en ce moment. Je suis parfaitement d'accord avec toi, puis on peut saluer le travail de Luke Richardson et de Shea Weber sur le banc des Canadiens pour permettre une espèce de gestion fluide du banc aussi, parce que quand tu joues avec seulement 4 défenseurs, puis que tes 2 derniers, ta dernière paire, tu les utilises même pas ensemble, ou tu les sépares pour faire en sorte qu'ils ne te fassent pas mal. Mais veux pas, il faut que tu danses un peu. Il y a une coordination qui est nécessaire. Puis le Canadien le réussit avec brio. Effectivement. Puis, tu sais, des fois, j'ai peur, je te cacherai pas, le Gustafsson, quand il embarque sur la glace, je me dis, il faut qu'on joue défensivement, man. Non, j'ai peur. Mais pourtant, il bouge bien la rondelle, on ne l'enlève pas. Oui, mais non. Défensivement, man, il me fait peur à chaque fois qu'il est là. Man. À chaque fois, je touche mon pouls, là, puis mon cœur commence à battre. La patate, elle se fait aller. Là. Gustafsson, écoute, une chance qu'on a en ce moment pour notre power play. Oui. Une chance qu'il est capable de prendre le rôle que Petrie prendrait s'il n'y avait pas 2 doigts disloqués, tu sais. Oh, pauvre Petrie, Seigneur Dieu, à quel point ça a dû faire mal. L'hémorragie qu'il y a eu dans les yeux semblerait que c'est la douleur causée par sa blessure. Ah oui?
Ouais, donc il semblerait, moi en tant que tel, je veux dire, j'ai jamais eu une blessure aussi sauvage que ça, là, mais il Ouais. semblerait que tellement que ça l'a fait, c'est soit la blessure ou quand ils ont replacé les doigts, il semblerait que la douleur était tellement intense, ça l'a fait augmenter sa pression sanguine et c'est ça qui a fait l'hémorragie dans ses yeux. Hey, T'imagines-tu à quel point ça a dû faire mal? ben solide, il devait gueuler. Ah, man! Puis là, à ce temps, c'est rendu que le Canadien, il check les trous pour les caméras avant les games. Je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, Bergevin, genre, il va checker le trou, voir si il est-tu correct, OK, c'est bon, là, il replace la petite affaire de plastique. Il y a des joueurs, des fois, qui vont checker aussi les trous. À ce temps, on fait attention, man. Notre J'avais pas Petrie, remarqué ça, mais je trouve ça cocasse. Je trouve ça. ben, En même temps, je suis content qu'il le fasse parce que, écoute, quand l'accident est arrivé à Petrie, j'ai comme dans ma tête, je me suis dit, on a besoin de Petrie si on veut se rendre jusqu'à la Coupe Stanley. mm-hmm. Petrie est essentiel. Il a un rôle tellement important sur l'équipe, autant dans sa relance de l'attaque que dans sa présence dans sa zone. Tu sais, c'est un très bon défenseur. Et Seigneur, oui. Puis là, de le voir se faire blesser d'une manière aussi conne. Mais en fait, écoute, moi, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas vu la séquence en tant que telle. Je ne sais pas exactement quand il s'est blessé. J'ai vu qu'il a sorti, mais je n'ai pas vu concrètement qu'est-ce qu'il a fait. Il a rentré ses 2 doigts dans le Mais trou. est-ce qu'il se faisait plaquer? Est-ce qu'il était dans une situation de jeu? Qu'est-ce qui est. Je pense qu'il se faisait plaquer. J'ai vu la séquence de mémoire. Je pense qu'il s'est fait plaquer. OK. Puis il était comme en bataille pour la rondelle, là, puis ses 2 doigts ont passé dans le Mais beurre. ça veut dire qu'il a voulu solidement continuer là, pour que ça Ouais, disloque les doigts. C'est parce qu'il a poussé le gars. ouais, ses patins se rendaient à Québec, puis lui s'en allait à Amos. Ses doigts s'en allaient à Amos. Oh mon Dieu Seigneur, ils ont pris complètement un autre chemin. Oh, ouais, il y a une Les autres, séparation qui s'est faite. Une dislocation même, tu pourrais dire. une dislocation Mais... de chemin. OK, je comprends. Ben, effectivement, ça a dû faire mal dans ta barouette parce que les yeux rouges comme ça, là, honnêtement, au début, je pensais que c'était un vampire, le gars. Ah non, mais entre toi et moi, là, quand tu l'as vu la première fois sur le banc, là, moi, je savais pas qu'il y avait ça. Là. La Ouais, première fois, je le vois, les yeux pétants en rouge, man. Petrie se fracture 2 doigts, disloque 2 doigts, il va dans la chambre des Canadiens après, vole la force de vie à Tatar, revient sur le banc des Canadiens ensuite. Drette ça, il a siphonné son énergie et c'est ça qu'il y avait dans ses yeux, c'était la force de Tatar. Puis là, Tatar, ben, il ne sert plus à grand-chose. Thomas Tatar dans les estrades. Ah, écoute, c'est tellement triste. J'ai vu les Ouais. photos là, quand ils ont gagné Clarence Campbell, puis tu vois qu'il est heureux pour les gars. Il prend des photos avec eux autres, tout. Même que chez Gallagher, Danou, ils ont pris la peine de prendre une photo avec lui. Ils ont été sur un trio longtemps ensemble. Mais d'un autre point de vue, je trouve ça triste quand même parce que pour lui, c'est clairement la fin à Montréal. Oui, Mais il va avoir son nom sur la coupe, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment. Il veut jouer, le gars. C'est sûr et certain qu'il veut jouer. Ouais, lui, je pense que sa tête est déjà cet été. Ouais. Sur la prochaine occasion qu'il va avoir. Peut-être que c'est le genre de profil qui va signer avec les nouveaux Kraken. Une occasion neuve de se faire valoir dans un nouveau marché. Peut-être que ça va être ailleurs. Comme on va le savoir lorsque ça va arriver, mais l'année passée, c'était notre meilleur franc-tireur, c'était notre meilleur compteur. Et il faisait partie de la meilleure ligne à 5 contre 5 de la Ligue. Ouais. Il était salué pour son travail en défensive, son bâton actif sur la patinoire. Mais cette année, je pense que ça s'est juste jamais donné dans son cas. Mais c'est pas tous les joueurs qui jouent de la même manière avec le stress. Hein. Quand tu regardes ça, les fins de contrat, les gars qui. Je ne sais pas si tu te souviens, Max Domi, ça n'a pas été vargeux sa dernière année, là, quand justement il devait jouer pour son contrat. Là. Dans le cas de Dano, cette année, ma foi, au début d'année, c'était difficile. Plus que l'année a avancé, plus qu'il a gagné en confiance. Puis là, en série, Dano, je veux dire, tu n'as pas vraiment le choix de lui donner un contrat. Le gars, est-ce que tu as remarqué que quand il shake les mains, là, il y a plusieurs joueurs de talent qui prennent le temps de parler avec Dano. Il s'arrête un bout de temps puis il jase un peu avec lui. Je n'avais pas remarqué ça, mais ça fait tellement de sens ce que tu dis. Parce que la confrontation, il est toujours dans. Il était contre Austin Matthews. Ouais. Il était contre qui affrontait contre les Jets déjà, directement, sur la patinoire? C'était essentiellement Blake Wheeler puis Kyle Connor. Mais Dubois a été pendant un bout de temps sur le premier trio, mais il n'a pas été tout le temps sur le premier trio. Dubois, il y a comme un manque de. Je sais pas, un manque de hanche, je dirais, un manque de volonté. Dubois, comme est resté à Winnipeg, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Dubois. Son cœur, lorsqu'il jouait à Montréal, son corps était à Montréal, mais son cœur était à Winnipeg. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas avec Dubois durant les présentes séries. Mais il va se reprendre. Là. Ce gars-là a tellement de talent que c'est sûr qu'il va se reprendre.
Mais je suis content qu'il y ait autant de respect, genre, que Dano reçoive ce genre de respect-là. Ouais. Parce que c'est. Dis-toi que Dano, il a reçu une lettre de respect de McKinnon, Nathan McKinnon, qui avait dit que c'était le joueur le plus difficile à jouer contre. Ouais. Là, cette année, je pense que c'était Connor McDavid, mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, il y a quelqu'un, encore une fois, cette année, dans la division Nord qui l'a mentionné. Puis je me rappelle que quand il a shaké la main à Austin Matthews, il a jasé avec. Je me rappelle que Blake Wheeler, il a jasé avec. Dans Puis quel, là, ben, vas-y. dans quel genre de rôle tu le vois l'année prochaine, Dano? Est-ce que tu le revois dans une shutdown line qui serait utilisée contre les grosses lignes adverses, un rôle purement défensif? Ou est-ce que sur quelle chaise tu le places l'année prochaine? Parce qu'en série, tu sais, on a tendance à le placer dans une mission défensive qui est expliquée par le besoin absolu de gagner. Mais en saison, cette année, c'était pas ça, là. On voulait qu'il produise, on voulait qu'il se passe quelque chose au plan offensif. Bon, sortir ma boule de cristal, OK? All right, c'est bon. Okay. Voici ce que moi, je vois pour ce qui est de la suite des choses pour Dano. Si jamais, l'équipe a été construite essentiellement par Claude Julien au niveau de son système, parce que ça faisait des années qu'il était là. Claude Julien, lui, il a vu naître la ligne de Bergeron. Il a vu naître la ligne de Bergeron, Marchand, Pasternak. Donc, moi, ce que je remarque, c'est que, bon, Dano s'entraîne très régulièrement avec Bergeron. Il y a un style de jeu qui, pendant l'été, on s'entend, mais il y a un style de jeu qui s'apparente beaucoup. Gallagher ressemble dans son style de jeu à un Marchand, peut-être moins offensif, mais il est très hargneux, puis c'est un gars qui est fatigant, qui est dérangeant. Et là, Dano, il y a beaucoup de fraternité avec Cole Caulfield. Il est souvent avec Caulfield. Il parle souvent. Il va être à côté au niveau du banc. Moi, j'ai l'impression qu'il essaie de se faire un petit setup d'une ligne un peu comme la pensée de Bergeron. Bergeron avait dit en entrevue à un moment donné, il dit, c'est pas dur pour moi de faire des points. J'ai juste à dropper à rondelle dans le fond, puis les deux gars s'arrangent avec. Donc, en gros, pour lui, ce qu'il pourrait faire, c'est permettre à un gars comme Gallagher puis Caulfield de s'exprimer offensivement, puis lui être capable de relancer. Donc, pour moi, si ça marche dans une logique d'une ligne défensive et offensive, ça pourrait fonctionner avec Gallagher puis comme Caulfield. Si tu veux y aller avec une ligne très offensive, tu vas probablement y aller avec Suzuki Caulfield, j'imagine. Puis là, à ce moment-là, Dano jouera un jour plus défensif. Moi, personnellement, je préférais voir Cole Caulfield avec Philippe Dano, qui est un gars d'expérience, puis que cette ligne-là bâtisse une identité ensemble. À mes yeux, ça m'apparaît comme ça. Mais je pense que ce que tu dis est intéressant parce que le réflexe en ce moment, ce serait de jumeler Caulfield avec Suzuki. Parce qu'ils connaissent de très bonnes séries ensemble. Caulfield a 4 buts dans la série contre les Golden Knights. C'est parce qu'il joue aussi avec... Il y a des buts, il y a des occasions qu'il s'est créé lui-même, mais le fait de jouer avec Toffoli et Suzuki ne fait pas mal non plus. Mais c'est sûr qu'au niveau défensif, la présence d'un Philippe Dano, ça rend automatiquement ta ligne plus sécuritaire dans ta zone, en zone centrale. Ça te permet peut-être de récupérer plus de rondelles sur plusieurs batailles à 1 contre 1, peut-être même plus. Puis si Caulfield jouerait avec un Suzuki. Tu sais, il y a des belles choses qui peuvent arriver de cette ligne-là. Moi, quand je regarde un gars comme Gallagher en ce moment, il est dans une mission défensive, puis lorsqu'il rentre en zone adverse, n'a pas nécessairement d'occasion de se battre en avant du filet pour ramasser un retour. J'ai mal au cœur pour lui. Fait que c'est sûr que de le voir avec un Caulfield qui rentrait avec toute son intensité qu'on lui connaît, qui tirait au filet, un autre Gallagher, un Gallagher qui arrive de l'autre côté, qui viendrait prendre des occasions qui sont créées par la vitesse d'esprit de Caulfield. J'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça. J'aimerais ça voir ça. Ça serait intéressant. Si tu as vu le but en overtime, là, le but en overtime, tu as les 3 gars qui ont participé. Tu as Gallagher, tu as Dano, puis tu as Lekonen. Dano est capable de faire des très beaux jeux, il est capable d'attirer des gars vers lui, il est capable de provoquer des choses offensivement, j'ai aucun doute. Fait que, si Dano est capable de faire, puis il veut jouer offensivement, là, en tant que tel, il joue le rôle qu'on lui demande de jouer, mais il veut jouer offensivement. Dans une saison de 82 matchs, tu as le temps de faire des tests. Fait que t'essayes, puis si jamais ça ne fonctionne pas, au pire, tu le mettras avec Suzuki. Suzuki, il est intelligent. Il a un hockey IQ qui est exceptionnel. Mais il joue encore souvent la tête basse. Puis ça, c'est quelque chose qui est dangereux pour un joueur. Fait que pour moi, si tu mets Caulfield qui joue aussi, il arrive des rangs universitaires, donc il a besoin de gagner en confiance et de l'habitude. Si tu mets avec un vétéran, d'après moi, il peut se bâtir une très belle confiance et s'exprimer pleinement. Suzuki est un gars très intelligent, j'y enlève absolument rien, puis je l'adore. Je l'adore aussi. C'est comme ça que je le verrais. Puis d'ailleurs, toi, Suzuki, est-ce que tu aimes... Moi, c'est une chose que j'ai remarqué, mais comment tu le vois quand il joue, surtout en zone neutre? En zone neutre, il y a un style de jeu que je trouve très intelligent. Oui, ben c'est un gars qui se place bien. C'est un gars qui est bon dans ses batailles 1 contre 1.
Suzuki, en ce moment, joue bien. Peu importe la zone où tu regardes. On regardait comme la ligne de centre des Canadiens au début de la saison, puis on se disait que ça allait être difficile. On se disait qu'elle allait avoir des match-ups difficiles. Mais ça peut être un problème pour les Canadiens en séries éliminatoires. Suzuki, c'est un des joueurs qui a le plus joué pour les Canadiens de Montréal cette saison. On lui a donné des grosses minutes. On n'hésitait pas à le mettre 17 minutes, 18 minutes sur la patinoire. Puis il s'est bâti une confiance avec ça. Il s'est bâti une expérience aussi. Puis je pense que ça transparaît comme en série. Je pense que c'est difficile de regarder Nick Suzuki en ce moment puis de le critiquer. J'aurais de la difficulté à le faire. J'aime comment ce jeune-là s'affirme, puis il fait contre des grosses lignes. J'aime les chances qu'il crée pour Caulfield, les passes qui se font sur le tape. C'est beau à voir. Puis avoir un Toffoli avec eux autres, qui est un joueur aussi extrêmement intelligent. Je pense que Toffoli, Caulfield, Suzuki, c'est 3 joueurs extrêmement intelligents ensemble. Mais ça génère un maelstrom intéressant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a de l'énergie qui est propulsée sur la patinoire. Pour moi, c'est la ligne la plus intéressante à regarder chez le Canadien en ce moment. Puis pour moi aussi, c'est la nouvelle première ligne de l'équipe. C'est une ligne que j'amènerais à la saison prochaine. Je les garderai ensemble parce que les 3 peuvent tirer. Les 3 peuvent récupérer des rondelles, briser des jeux en zone centrale, revenir sur le rush, puis profiter des occasions qui sont devant eux avec créativité. C'est la ligne la plus créative des Canadiens. Puis, on dit que ça me rend heureux parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se palmer puis se dire « Hey, notre première ligne, elle est efficace offensivement. Elle crée des belles choses et elle le fait de manière créative. Puis n'importe qui peut compter. N'importe qui peut te surprendre d'un tir vif top corner dans la lucarne. » Fait que, moi, je les aime. Comment tu les trouves ensemble, ces 3-là, en ce moment? C'est une très belle ligne. Mais pour moi, je n'établirais pas qu'il y a une ligne qui est la plus belle. Parce qu'honnêtement, je trouve que chaque ligne a sa qualité. Puis, depuis le temps que j'écoute le hockey, là, quand je vois la ligne de Stahl, c'est possession de rondelles exceptionnelle, c'est le long des bandes exceptionnel. Ils se trouvent facilement. Puis, c'est des grinders peut-être qui ont un style de jeu qui est moins flashy. Mais ils font tellement bien. Puis moi, je te dirais que quand on a affronté les Leafs, ils jouaient souvent avec 3 joueurs dans le bas de l'enclave, avec un centre de défenseurs. D'avoir ces grinders-là qui rentraient dans le tas, puis ils arrivent là, ils donnent des coups un peu partout, puis à un moment donné, ça finit par rentrer. C'est eux autres qui ont changé la donne. Fait que j'adore les gars qui sont des gars de talent puis qui vont réussir à créer des belles choses. Cole Caulfield est un gars que, au niveau défensif, moi, ce que j'aime, c'est sa lecture et sa coordination main-œil. Sa présence physique n'est pas vraiment intéressante. Il se fait tasser facilement, puis ses batailles à 1 contre 1, il ne gagne pas vraiment. Mais du moment où il joue la rondelle, il réussit quand même à bien s'en sortir. Il réussit à tourner sur un dixième, à changer de position, puis ça va bien. Fait pour moi, c'est une belle ligne. Je l'aime beaucoup. Puis, Suzuki, il y a des gens qui parlent que c'est éventuellement, là, ça va être un gars pour le Selkie. Éventuellement, c'est un gars qui devrait se développer pour two-way. Puis, c'est un gars qui est intelligent, il a un bon tir. De jouer avec un gars comme Toffoli en ce moment, je pense que c'est un très bel exemple pour lui parce que Toffoli, c'est un goal scorer, mais qui joue bien défensivement aussi. Fait c'est une très belle ligne, mais j'aime un peu toutes nos lignes en ce moment. Je suis un peu en amour avec notre équipe, en fait. Ben, c'est dur de ne pas l'être, Yves. C'est dur de ne pas être en amour. De ne pas avoir le Canadien Fever. Comment ne pas aimer Tipol qui se donne, qui est bon dans son jeu défensif, il est très rapide, il compte même dans des élans, en désavantage numérique, en prolongation, en échappée. Écoute, tu as une équipe en ce moment. Puis Lekonen, il a mangé, je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé ma foi. Le gars, il est enragé depuis 2-3 games, il frappe tout le monde. Lekonen, pourtant, ça n'a jamais été un gars enragé, ce gars-là. Oui, mais Lekonen, c'est la. Si j'avais à choisir un joueur des Canadiens en ce moment puis dire ce joueur-là représente bien l'équipe, c'est comme notre représentant en termes de style de joueur. Lekonen est tellement hargneux et tellement sur la. Ce gars-là, il se bat pour aller chercher sa 2e chance de toucher à la rondelle. Il est sur ton dos constamment. Puis il joue contre des gros joueurs. Ouais. Il est sur une ligne où il doit constamment compétitionner avec des joueurs qui gagnent plusieurs millions de plus que lui, mais défensivement, ça ne paraît pas. Souvent, il va sortir de la rondelle, souvent, il va rentrer dans la zone adverse. Il n'y a pas le puck, mais il va trouver le moyen de le récupérer. Puis il va trouver le moyen de créer une chance, de créer une passe pour prolonger le temps du Canadien en zone adverse.
Ce qui me fait rire un peu dans le fait que tu dis c'est le joueur qui représente le Canadien, c'est que c'est un joueur qui a de la hargne, mais c'est un joueur qui tire souvent en côté aussi. Est-ce que le Canadien manque la cible souvent? Ben écoute, chez Weber, cette saison, on manquait souvent la cible. Ah, ouais, mais ça a l'air qu'il doit péter, c'est probablement pour ça. Là. C'est sûrement à cause de ça, parce que chez Weber, je l'adore, il a tout un tir, on le connaît, tu sais. Effectivement. Mais non, cette année, je pense que même les Conan en série, ils ne tirent pas à côté de la cible souvent. En ce moment, ça va plutôt bien. Oui, mais en tout cas, il a tiré souvent dans le chest aussi. Oui, c'est ça. Là, dans ce temps-là, c'est un compromis. Est-ce que je tire à côté du net ou est-ce que je tire sur le logo? Ben, écoute, au moins le logo, ça compte comme un tir. C'est déjà ça. Là. Ça apparaît dans les statistiques d'équipe. Un tir sur le logo de la ringuette, calique. Genre, oui, OK, t'as touché le filet, mais le jeu vient d'arrêter là. Ah, tellement. Il n'y a tellement pas de retour avec ton logo, mon chum. Mais en même temps, non, c'est pas vrai. Je l'aime vraiment beaucoup, puis il se donne vraiment beaucoup. Mais je pense que les Conan avec Dano, qui sont deux maniaques la défensive. Imagine une ligne, OK, je te propose quelque chose, Yves, je veux avoir ton opinion. Je veux avoir ta hot take sur ce que je vais te proposer. Drop it. OK. Une ligne, OK, Evans, Dano, Lekonen, shot down line, troisième ligne des Canadiens de Montréal, joue contre troisième ligne sur papier, mais c'est eux qui jouent le plus de minutes puis qui affrontent la grosse ligne adverse la saison prochaine. Qu'est-ce que tu veux faire contre ces trois gars-là qui sont des monstres défensivement? Le seul point que tu risques d'avoir comme problème, c'est que Dano veut jouer offensivement. Fait que là, à ce moment-là, c'est que tu vas créer un gars frustré. Mais sinon, ta ligne, elle serait défensivement, ta ligne serait super intéressante. Jake Evans, c'est un gars que j'ai vu évoluer à partir de Laval. Puis il est arrivé à Laval, il était sa quatrième ligne. Graduellement, il a fait son spot troisième, deuxième, première. Puis c'est un gars dans le monde qui veut apprendre. Il a la volonté d'apprendre. Dans le hockey, le côté créatif, tu l'as. C'est un talent que tu as ou que tu n'as pas. Mais le jeu défensif, tu l'apprends, puis ce gars-là, il a la volonté de le faire. Fait qu'il travaille bien, il est sérieux dans son approche, il est capable de bien lire son jeu en espérant que sa commotion ne laissera pas trop de grosses séquelles. Fait que pour moi, ta ligne serait une ligne, probablement une des lignes les plus... Si c'est une troisième ligne, parce que c'est ça que tu m'avais proposé, je pense. Oui, ce serait sur papier la troisième ligne des Canadiens. Fait qu'à ce moment-là, Suzuki, Kotkaniemi... Puis Suzuki, Kotkaniemi aurait une promotion. Dans le meilleur des cas, on irait chercher un bon ailier gauche cet été sur le marché des joueurs autonomes pour complémenter les talents de Josh Anderson. Puis aussi outiller Kéké, parce que Kéké, c'est pas nécessairement le joueur qui va se créer ses chances lui-même, mais c'est un joueur sur une bonne ligne qui peut comme ajouter quelque chose d'intéressant. Puis, dans ce contexte-là, Dano serait sur notre troisième ligne, mais jouerait 16 à 17 minutes par match. OK, fait qu'il jouerait quand même beaucoup. Écoute, avec cette ligne-là, tu aurais probablement une des meilleures lignes défensives. C'est une ligne qui serait mobile et qui serait intelligente. Oui. Là, à ce moment-là, oui. Il n'y a ouais. aucun gars là-dessus qui est lent. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est une ligne qui ne serait pas dans celle qui produirait le plus, mettons. Lekonen a déjà fait 20 buts, si je ne me trompe pas, là, il y a plusieurs années. Là. C'est un gars qui est capable de compter, mais c'est pas ce qu'il fait dans les dernières années. Fait que Dano, pour moi, probablement que sa production baisserait. Evans n'aurait pas une grosse production non plus. Mais ça serait trois joueurs qui seraient sacrifiés, mais c'est trois joueurs qui assuraient une consolidation du style de jeu défensif des Canadiens. Parce qu'il serait, tu sais, Dano irait chercher son 5,5 millions par année dans ce contexte-là parce qu'il signerait cet été. Mais moi tu sais, je comprends que Philippe a un flair offensif, il est capable de faire des belles passes. Il était sur la grosse ligne offensive des Canadiens pendant 2 ans. Exact. Il est capable de générer de l'offensive. Oui. Mais Suzuki est meilleur que lui dans ce rôle-là. Suzuki est meilleur que lui au niveau de au point de la créativité, au point où il doit comme générer quelque chose, il le fait. Tu le mets sur ton power play pour qu'il le fasse. Kéké, tant qu'à moi, va se développer plus comme un joueur offensif que défensif. Tu penses? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a toute une shot que Kotkaniemi. Oui. Il y a toute une shot et je pense qu'il est capable de créer des jeux aussi. Là. Je pense pas que ce soit un gars qui... Mais en même temps, il travaille beaucoup pour son jeu défensif. Là. Je ne sais pas si c'est ça le but de l'organisation, d'avoir des centres qui sont capables de touer toute la gang. Je ne sais pas. Là. Mais il travaille beaucoup en ce moment sur son jeu défensif. Puis... Le problème que j'ai avec Dano, c'est que souvent, il va avoir une occasion de marquer, mais il va tirer dans le logo. Il y a le même problème aussi que les Conan.
Genre, les deux, ils doivent trop prendre de bière ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont trop connectés, les deux gars, fait qu'ils font exactement la même affaire. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Lekonen, il apporte une dimension qui est très physique que Dano apporte. Ça me fait bizarre de dire ça, mais dernièrement, Lekonen, il apporte un aspect physique en désavantage numérique à m'amener. Écoute, il s'en va dans le fond de la zone, il tapoche les deux gars. Là, du coup, on garde la rondelle, il fait le tour du net, il revient repogner à la rondelle. Voyons donc, c'est un monstre. Lekonen, c'est un pitbull. Ouais. Genre, il va te courir après. Il va te courir après jusqu'à temps que tu le ramènes à la fourrière. Jusqu'à temps qu'ils doivent sortir de la patinoire parce que ça fait 45 secondes, puis il faut qu'il change. Tu sais. La prochaine étape, c'est qu'il pogne par la culotte, puis il va tirer avec. C'est ça. Mais genre, Perry a déjà commencé à le faire. C'est pas la culotte, mais le bâton. Ouais. Ça, c'était cocasse. Écoute, il faut que je te raconte une histoire. Okay? Ma mère, elle aime beaucoup le hockey. Puis elle a un aspect qui est souvent basé sur la personnalité du gars, le style du gars, avec ses enfants, comment qui. Perry, elle l'aime beaucoup parce qu'elle se dit que c'est un bon vétéran, puis il se sacrifie pour les autres. Puis tout ça. Puis moi, j'arrête pas. Je suis fan des Coyotes, donc on s'entend que Perry, je l'ai vu pendant des années en Anaheim. Je déteste ce gars-là avec les Ducks d'Anaheim. C'est un esti de rat qui rentre dans mon gardien de but. Il passe son bâton dans la face du gardien. C'est un gars qui est capable de passer la main dans la face du gars qui est complètement en dehors du jeu. Ouais. Là, j'y montre cette séquence-là où il pogne le bâton de Marchessault, je ne me trompe pas, il pogne son bâton, il tire, puis il pitch, genre. Ma mère, elle me regarde, elle me dit « Ah, je l'aime. » Ah, t'es pas sérieux! Non, mais tu sais, ta maman, je la comprends parce que je ressens la même émotion. Ouais, quand je vois, parce que en ce moment, c'est très populaire sur TikTok, cette séquence-là. J'ai peut-être vu 8 fois au cours du dernier 24 heures, et à chaque fois, je l'écoute 3 fois. Avant de passer. OK, t'aimes cette séquence-là à ce point-là, toi. Oui, mais Perry, c'est un joueur, il est dans ta face. Il n'y a pas beaucoup de joueurs chez le Canadien qui sont capables d'occuper le devant du filet comme il le fait. T'sais. Quand tu occupes le devant du filet, ben, tu fais partie de la grosse charge de travail du défenseur qui a qu'à te gérer pendant tout le match. Puis ça, ben, hey, ça te force à dépenser de l'énergie, ça te force à donner des crash-checks, ça te force à entrer en bataille avec lui. Mais l'affaire, c'est que Perry trouve toujours un moyen de tirer la dernière carte. Oh, mais Colin, est-ce que tu as vu contre Connor Hellebuyck qui a passé son bâton à la gorge? Ah, ça, je ne l'ai pas vu. Ça te dit rien? Bon, ben, il a passé son bâton dans le masque peut-être 2 fois, puis à la gorge 1 fois. Mais honnêtement, je l'aime bien. OK? Il joue dans le mental de l'autre équipe. On va commencer avec ce que j'aime bien. Quand il retourne pour un changement de ligne, lui, quand il retourne pour un changement de ligne, il donne des coups d'épaule au gars qui va croiser. T'sais, il ne va pas juste se retourner à son banc. Il va accrocher les gars. Quand il s'en va à son banc, il va s'étirer un peu, il va parler avec le gars, il va s'asseoir. Il dérange tout le temps les gars comme ça. Puis ça, c'est un côté que j'aime bien. Un autre côté que j'aime bien, c'est qu'il est peut-être rat, mais il l'assume. Quand il y a des gars qui se vengent sur lui, il ne chiale pas trop. Quand il y a eu le bâton dans la face, il a crié à l'arbitre, mais il est retourné au banc, puis il n'a pas pleuré. Il assume ce qu'il a fait. Fait que, pour moi, aujourd'hui, il porte les bonnes couleurs. Ça va bien. À l'époque, il ne portait pas les bonnes couleurs. Et à l'époque aussi, il jouait avec Getzlaf. C'était 2 estimes de gros bonhommes. Là. Puis quand il décidait de faire chier les gars, là, il était vraiment solide. Puis moi, il y avait Mike Smith. Là. Fait que, Mike Smith est assez violent aussi. Là. Fait que, ça répondait assez rough, mettons. Là. Mais là, en ce moment, il porte les bonnes couleurs. Puis surtout, je l'avais vu un peu l'année passée avec les Stars. Il n'y avait pas la même énergie avec les Stars. Il n'y avait pas la même hargne. En séries éliminatoires, oui, pas en saison régulière. En saison régulière, il y avait des longues phases où je trouvais qu'il était flasque, il était plate. Puis il est lent, on s'entend, c'est pas un gars qui est rapide. Ouais. Mais en séries éliminatoires, il bloquait des tirs en n'en plus finir. Il a compté un but, entre autres, en prolongation à un moment donné. Mais avec le Canadien, je ne sais pas, mais il s'est trouvé un nombre. Puis là, on dirait qu'il se donne. Match après match, il veut être là, puis il montre un bel exemple. J'ai entendu dire qu'il aimait ça, jouer pour Montréal. Qu'il a eu cette réalisation-là rapidement après sa signature avec les Canadiens. Il a l'air à aimer la chambre, il a l'air à aimer les boys. Il a acheté le concept d'équipe des Canadiens de Montréal. Il a le CH tatoué sur le cœur, comme on dit. Moi, j'irais jusqu'à y mettre. Écoute, le gars, il a mangé un bâton d'en face. As-tu vu le zipper sur le bord du nez? Oui. Écoute, il n'a pas voulu son coup d'en face. Il a eu le coup d'en face, puis c'est tout. Là. Il l'a pris. Oui, il l'a pris, puis il n'a pas chialé. Ça, là-dessus, j'y donne à 100% le gars. Puis en plus, petite parenthèse, je me souviens qu'après sa signature, il avait mentionné qu'il voulait vraiment venir jouer à Montréal. Il voulait une équipe qui était une équipe où les fans sont très fans, puis une équipe qui aspirait à la Coupe Stanley. Puis lui, ce qu'il avait dit, c'est « J'ai fait mon argent dans LNH, j'ai pas besoin de plus. » Puis d'ailleurs, c'est sa mentalité qu'il a pour une négociation là, pour son prochain contrat. Lui, il considère qu'il a fait son argent. Fait qu'il aimerait ça rester à Montréal. Il y a des bonnes chances. Moi, je feel que l'année prochaine, on va signer... je suis pas mal sûr que l'année prochaine, on va signer pour 1 an. Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Tu sais, au pire,
Lionel vole sa place la saison prochaine ou un joueur du Rocket. Mais il faut que cette transition-là se fasse naturellement. On a tellement une belle quatrième ligne en ce moment. Une quatrième ligne qui domine les quatrièmes lignes des autres équipes. C'est Stahl, Armia, Perry, c'est précieux. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Tu sais, une des meilleures quatrièmes lignes dans les dernières années, c'est celle des Highlanders. Oui, exact. Avec le Russe aussi, là, je me souviens plus. Puis Martins, je pense. Oui. C'est quoi le nom du Russe? Komarov? Komarov, c'est un ancien des Maple Leafs, je pense. Ça se peut-tu? Martins et Komarov, c'est deux anciens des Maple Leafs, si je ne me trompe pas. Mais c'est des gros bonhommes. C'est des gars qui jouent so-so défensivement, mais ils frappent fort. Puis ça, c'est considéré comme étant une des meilleures quatrièmes lignes de la Ligue. Et là, à mon sens, à moi, je pense qu'on a la meilleure quatrième ligne de la Ligue en ce moment. Parce qu'ils sont trop efficaces dans les batailles à 1 contre 1 devant le filet, puis en possession de rondelles. C'est une quatrième ligne qui est capable de dominer n'importe quelle autre, selon moi, n'importe quelle autre quatrième ligne de la Ligue. Même s'ils frappent. Oui, mais c'est 3 joueurs qui se placent très bien, puis qui compensent bien avec les faiblesses que l'âge leur a données. Stahl et Perry sont pas aussi rapides qu'ils étaient comme autrefois. Mais sur la patinoire, ils se trouvent. Puis s'ils se trouvent, c'est parce qu'ils trouvent le moyen de se créer de l'espace. Tu sais, veux pas, là, le hockey dans les séries, c'est du hockey rapproché. Là. Quand tu es moins rapide, c'est pas nécessairement aussi facile. Léo Komarov. On me dit à la recherche que c'est Léo Komarov. Mais on me le dit de même. On me le dit de côté. C'est parce qu'Anthony, la personne qui nous aide à créer ce fabuleux podcast, qui travaille pour Medcom Production, nous a montré, a fait la recherche en régie, il nous a montré sur son téléphone cellulaire que Léo Komarov jouait avec Matt Martins et Cizikas, la quatrième ligne des Islanders de New York. Juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Komarov, à mon avis, peut-être un des plus laids de la Ligue. Oh! Hey, c'est Medcom! Oui, Medcom Production nous a également permis un petit élément qui est le logo officiel à la coupe. Production Medcom Production, un très gros merci. Je ne dirais pas que j'ai acheté une coupe Stanley en spécial, liquidation, puis j'ai collé un autre logo dessus. Y a-tu un logo du Lightning de Tampa Bay là-dessus? C'était la coupe Stanley la moins chère, OK? Il va falloir que tu brûles, Yves. On va jouer contre le Lightning de Tampa Bay. Hey, c'est combien, c'est vrai? Là, le match est en cours pour nous en ce moment, puis je ne sais pas c'est combien. Je sais pas. Pour les gens qui écoutent la vidéo en ce moment, on enregistre la vidéo au moment où le match 7, le match crucial du Lightning et Islanders se joue. Puis, on voit rien. Les boys, vous montrez vos écrans, mais je ne suis pas capable de les lire. Je viens d'apprendre à l'instant même que le Canadien va affronter en série finale le Lightning de Tampa Bay. Ah boy! La coupe va rester de ce bord-là. Elle ne changera pas de bord. Ça, je peux te le jurer. On va prendre un lighter, mais on va brûler de l'autre côté pour déformer le logo. Je pense que je vais coller un papier de l'autre bord, juste pour être sûr. Je porte mon chandail du Canadien quand même. Là. OK, fait que là, le Lightning de Tampa Bay va être notre opposant. T'en penses quoi, toi? Le Lightning de Tampa Bay, c'est une machine de hockey. Au même titre que Vegas, c'était une machine de hockey. Tu sais, Kucherov, avec sa saison à 130 points, c'est épeurant. C'est le genre d'adversaire qui te fait peu dormir le soir. Mais en même temps, j'aime tellement comment les Canadiens sont en mesure de déployer sa muraille défensive durant les présentes séries. On a empêché des gars comme Matthews et Marner de s'inscrire sur la feuille de pointage. Puis ça, c'est en grande partie à cause de Carey Price, mais il y a tellement une belle mobilisation en avant de lui. On est tellement en mesure de jouer. Les gars jouent en ce moment leur meilleur jeu défensif qu'ils ont joué de la saison. 100% d'accord avec toi. Puis ça va faire une différence. Oui. Puis là, un point que j'aimerais apporter, là, c'est que les Islanders est une équipe très défensive. Oui. Puis il y a eu des matchs à très bas pointage. Aujourd'hui, ça a fini 1-0 pour une organisation aussi offensive que le Lightning de Tampa Bay. Le Canadien est une équipe qui joue bien défensivement en ce moment. Si les Islanders ont réussi à amener le Lightning en 7, pour moi, c'est parfaitement jouable pour le Canadien. Oui, ça c'est... je suis confiant à l'équipe qu'on a. C'est comme plein de personnes à Montréal, j'ai douté. J'ai douté lorsque les Canadiens, comme ont sorti les Maple Leafs en 7.
J'ai douté lorsque les Canadiens ont affronté les Jets. J'ai tellement comme été brûlé par cette équipe-là durant la saison régulière, quand on se faisait défoncer par les sénateurs d'Ottawa, que C'est quoi, là, des séquences de 7 défaites d'affilée pour toi, ça te démotive, là? Écoute, ça change une perception sur une équipe. Franchement, il faut croire en notre organisation. Oui, mais tu sais, je crois que les Canadiens ont sorti de leur cocon durant les présentes séries, ont déployé leurs ailes, présentent maintenant quelque chose de nouveau. C'est pas la même équipe qu'on a vue au mois de mars. C'est une équipe à 4 lignes, huilée, graissée, prête à attaquer, prête à défendre aussi. C'est 4 défenseurs. Hey, Weber blessé, Petrie blessé. Mais hey, ça fonctionne. Tu sais, comme défensivement, ça marche. Même si les gars jouent des minutes de monstre, tu sais, ils jouent 26 à 28 minutes par match, mais ça fonctionne quand même. Il y a une cohésion, une énergie. On va être dur pour le Lightning de Tampa Bay. C'est pas une série qui va se finir en 4, c'est une série qui va se finir en 6 ou en 7. Moi, je te dis qu'on est chanceux sur un point, c'est que nos défenseurs sont blessés au niveau des mains et non au niveau des pieds ou au niveau de la colonne. Parce que s'ils étaient blessés ailleurs, ils ne pourraient juste pas jouer. Fait que là, en ce moment, on a une production de nos attaquants. Mais en saison régulière, c'était important la production de nos défenseurs. Petrie, qui même a été considéré pendant un long bout de temps pour le Norris. Puis bon, on a plus autant besoin de la production de nos défenseurs qu'on en avait besoin en saison régulière. Puis ça, je pense que c'est imputable au style de jeu qu'on a développé en avant. Ouais. Moi, ce que j'avais observé, c'est que contre les Leafs de Toronto, à partir de plus ou moins du 4e match, on s'est amélioré dans le bas de l'enclave. Comme ça, je t'en avais parlé. Et le bas de l'enclave, c'est en fait les chances qui sont les plus fortes, les chances les plus élevées sont là. Contre les Jets de Winnipeg, c'est au niveau de la zone neutre. Au niveau de la zone neutre, on brisait tellement de relances. Puis pourtant, les Jets, c'est une équipe qui est bonne à la relance. Puis là, aujourd'hui, on est capable de briser des relances en zone neutre, puis on est capable de briser des bonnes chances dans le bas de l'enclave. J'ai vu, je veux juste ajouter à ce que tu dis, j'ai vu une statistique à TVA Sport, puis mettons, dans 9 des 11 derniers buts des Canadiens avant le match 6, c'était des buts où les joueurs des Canadiens sont entrés et ont passé 7 secondes ou moins en zone adverse. C'était des buts sur des rushs où ils ont brisé le jeu en zone neutre, puis où ils ont créé de l'offensive comme par la suite. Tu sais, c'est pas rien, là, cette pépite d'offensive-là. Là. C'est qu'en fait, je pense que c'est beaucoup la confiance qu'ils réussissent à bâtir au niveau défensif. Ils leur donnent une excellente base. Puis après ça, ils vont réussir à aller comme frapper de temps en temps ici et là. Ils se défendent très bien. Puis après ça, ils vont réussir. Puis le fait qu'ils réussissent à briser des relances, ça crée de la frustration. Le fait qu'ils protègent bien leurs gardiens, ça crée de la frustration sur les shooters et non pas nécessairement les porteurs de rondelles. Fait qu'on réussit à travailler, à jouer dans la tête des gars. Puis moi, ce que j'ai vu en exemple Mitch Marner, Austin Matthews, ce que j'ai vu en Weller, Connor, ce que j'ai vu plus récemment avec Stone, même Pacioretty, ils sont fâchés, ils sont tannés parce que Crime, il essaye, mais ça ne marche pas. C'est ça, parce que s'ils veulent que ça marche, il faut qu'il y ait dans des zones où ça fait mal, parce que Weber, il l'atteint avec son cross-check, Petrie, il l'atteint avec son coup de bâton, puis Chariot, il l'atteint avec sa prise de sumo en arrière du net. Et voilà! Écoute, tu veux gagner contre des Canadiens, il faut que tu te fasses mal. C'est quoi qu'il a dit déjà? Je pense que c'est Luke Richardson. Il a dit on a 4 Scott Stevens, 4 Chris Pronger, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est Chris Pronger. Mon père m'en a parlé hier. Hey, Seigneur Dieu, quand tu as 4 Chris Pronger, c'est que ça frappe en petit guidou ton affaire. Ah oui. Non, c'est le fun parce que ça a pris tellement de temps avant que les Canadiens arrivent à ce genre de prestance en défensive. Ah, Seigneur, écoute, honnêtement, dans les dernières années, je ne me rappelle même pas avoir vu une équipe qui me mettait autant en confiance que ça. C'est ridicule de voir comment est-ce qu'on réussit à capitaliser sur les chances qu'on a, à quel point est-ce qu'on va se défendre bien. Puis moi, une chose que j'ai énormément critiquée dans les dernières années, c'était les passes transversales dans l'enclave. Puis là, honnêtement, dernièrement, on en a très peu. Puis quand on en a, Carey Price, il fait son mouvement latéral poteau à poteau avec le bout du bloc. Let's go, il n'y a pas de problème. Toi. Fait que franchement, c'est une équipe qui me met tellement en confiance pour la balance des choses. Là. Même chose pour moi. Tu sais, veux pas comme les passes transversales dans leur zone, c'était une des faiblesses des Canadiens en saison. Souvent, comme on s'est fait brûler de cette manière-là, les passes, tu sais, on avait de la misère à contenir ce qui se passait. Puis là, il y a comme une muraille en avant de Carey Price. Les passes se font couper avant qu'elles soient faites. Ou lorsqu'elles sont faites, les tirs, j'ai vu des joueurs des Golden Knights se faire soutirer la rondelle, se faire lever le bâton juste avant de tirer. Tu sais, Max Pacioretty, qui
qui était un des meilleurs compteurs de la Ligue nationale il n'y a pas si longtemps. Là. Mais Max Pacioretty, là, juste une parenthèse, Pacioretty, il était à 7 points en 7 matchs parce qu'il était blessé au début des séries. Fait que quand il est arrivé contre nous, il y avait 7 en 7. C'était ton meilleur tireur à bloquer. Puis, good job, là. Il a fait un but, puis ça n'a aucune valeur sur le match. C'est quasiment triste pour lui. Mais en même temps, c'est ça. C'est que ça prouve que notre équipe a réussi à bloquer les meilleurs éléments offensifs. Quand tu dis que leur top 6 a un but, je pense, dans toute la série, ou 2 buts. Oui, mais c'est leur... Tu sais, comme je crois, Carrier ou Roy, qui ont un but, le reste, c'est des défenseurs. Et voilà. Mais tu as Roy, que je me rappelle, qui a un but. Tu as Pacioretty, il me semble aussi qu'il y en avait un. Oui, Pacioretty en a un, Roy en a un. Le reste, c'est des défenseurs. C'est Pietrangelo, c'est Martinez au dernier match. Ça, là, contre le Lightning, ils ont aussi des défenseurs très mobiles. Ouais. C'est quelque chose qui, je t'avoue, me fait un peu peur parce que là, tu as Victor Hedman qui, en tout cas, selon moi, le meilleur défenseur de la Ligue. Là, c'est un gars qui est tellement intelligent, il est fort physiquement puis il provoque des choses. Sergachev patine très bien. Ryan McDonough, c'est un défenseur d'expérience, mais quand même, il t'apporte une bonne valeur. Il est capable de provoquer encore des choses offensivement. Je ne sais pas si tu as vu quand il avait fait un spinorama en fin de match. Non, je n'ai pas vu. Quelque chose? En tout cas, peu importe. Donc, il a fait un spinorama en fin de match. Là, il trailait de un seul but. Il a essayé le tout pour le tout. Le gardien, il a glissé de l'autre bord. Finalement, c'est un défenseur des Islanders qui avait coupé la rondelle. Il était bien fâché, mais bon. D'accord, merci beaucoup. Hey, j'aimerais juste mentionner un petit quelque chose, si ça ne te dérange pas, coach. Vas-y. J'ai décidé de vous offrir la chance de pouvoir remporter une merveilleuse casquette Hockey Fan 514. Et pour ce faire, vous deviez remplir 2 missions. Non, on va y aller avec 3 missions. La première mission, c'est que vous devez suivre Coach Gagnon et Hockey Fan 514 sur TikTok. Merci. Merci pour le mime. Vous devez également trouver ce qui était l'indice gratuit pendant le podcast. Je vais vous donner ça à l'instant. Mais vous allez devoir aussi répondre à la question que je vais vous proposer. Non, c'est pas ça. C'est quoi l'indice? OK. L'indice, tu vas devoir donner la réponse, coach. Moi, je te dis, c'est une citation québécoise qui a été mentionnée en pratique et qui est devenue virale sur les réseaux. C'est une citation qui a été dite par Kotkaniemi. Exactement. Lorsqu'il était sur le banc. Fait que la citation, ça va être le début de votre phrase, OK? Donc, vous avez à me dire ce qu'il a dit en québécois. Et par la suite, dans mon prochain TikTok qui va être ce soir, je vais vous offrir la fin de la phrase. OK. On a la chance de gagner une belle casquette Hockey Fans. Je pense que c'est un beau cadeau quand même. Legit, j'aimerais ça en avoir une, moi aussi, une casquette Hockey Fans. Écoute, Yves, on était marcher dans un parc ensemble, genre on développe une amitié, genre on est chum, mais j'ai pas de casquette encore. OK, je peux toujours t'en offrir une, je vais te parler éventuellement, il m'en reste encore 2, fait que si jamais t'en veux une, tu me le diras. C'est bon. All right. Hey, je tiens à dire un très, très gros merci d'avoir participé. Merci aussi Anthony et Medcom Productions pour ce show-là. Ça a été vraiment super. Une belle expérience pour moi. Une belle expérience aussi pour Coach. J'espère, en tout cas, que ça a été le fun de jaser avec moi. C'est vraiment le fun. C'est legit. J'ai commencé à faire TikTok parce que j'avais envie à un moment donné de me ramasser dans un podcast avec des gens sympathiques. C'est là que je suis. Je ne peux pas être plus heureux que ça. Puis moi, honnêtement, j'ai commencé TikTok à la base, c'était la pandémie. J'avais rien à faire, fait que j'ai commencé à parler. Puis c'était moins de préparation aussi que des vidéos sur YouTube. Éventuellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais beaucoup qu'on reçoive des gens, qu'on puisse faire soit des entrevues ou même qui jasent avec nous autres, qui amènent leur bière à eux autres, puis qui viennent jaser avec nous autres un peu de ce qui se passe. Il y a plusieurs TikTokers québécois qui nous ont proposé de passer. Pour les gens qui sont intéressés, je tiens à dire que j'aimerais vraiment voir des TikTok que vous avez créés ou des vidéos que vous avez créées pour voir le côté communication. Les gens qui n'ont pas de vidéo, c'est un peu un risque qu'on prend à chaque fois, puis que j'aimerais beaucoup. C'est important parce que nous, on fait une conversation, on veut jaser, on veut débattre, on veut amener des choses nouvelles sur la table. Fait qu'il faut qu'on vous voit le faire. Exactement. Fait que ça serait vraiment super si on pouvait avoir la chance d'avoir des gens qui ont une bonne communication, qui sont ouverts d'esprit, qui veulent analyser, puis qui veulent jaser un peu de hockey avec nous autres, parce qu'après tout, je pense que c'est sympathique. Yes, sir! Yes, sir! Alors, je vous dis un très, très gros merci de nous avoir écoutés. Bien entendu, on va être de retour. Là, on se dit dans 2 semaines, mais éventuellement, on verra si jamais il y a des horaires qui changent. On va vous annoncer c'est quand que ça va être le prochain show. C'est promis, juré. Un très gros merci de nous avoir regardés. On se revoit très prochainement. C'était le premier épisode de À la coupe. Yes! Yes!